Le débat est ouvert. Analyse technique ou fondamentale? Ou fondamentale, exactement. Alors, on va ouvrir cette table ronde que je vais avoir le plaisir de présenter et d'animer surtout, avec les trois invités donc, qui se trouvent juste à ma gauche. Alors, je vais commencer donc, à l'extrême gauche par Julien Nebenzal, représenter un peu Julien Nebenzal, qui est Julien Nebenzal, et un petit peu le parcours de chacun également, pour mieux vous cerner et mieux savoir ce que vous avez fait et qui vous êtes, et quelles sont vos spécificités. Alors Julien Nebenzal, qui est donc trader option, gérant de fonds actions et diversifiés, et qui a cofondé le cabinet d'analyse technique Day by Day, donc ce qui sera notre premier invité. Juste à côté de lui, donc j'ai Stéphane Sauduteil, qui est le spécialiste day trading et scalping, qui est responsable de la société technibourse.com. Il est également administrateur d'une SICAV, donc la SICAV Flexible Reactor 7, et surtout, ce qu'on retient de lui notamment, c'est qu'il est le vainqueur des Trophées d'Or 2012 du Salon de l'analyse technique de Paris. Et je termine donc la présentation, juste à ma gauche, par Giovanni Filippo, donc, qui a également s'est joint à nous pour cette table ronde. Donc, spécialiste de l'analyse graphique et technique au sein du service Info d'Experts, il analyse les données de marché pour recommander des stratégies d'investissement à la clientèle de Bourse Direct. Donc voilà, j'ai à présent présenté tout le monde. On va rentrer dans le vif du sujet avec une question, la question la plus simple qu'on puisse poser en fait, à des techniciens, des spécialistes comme vous. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes plutôt analyse fondamentale ou analyse technique ? Bon, on m'a donné le micro, alors je vais commencer. Moi, en ce qui me concerne, je suis un analyste technique pur et dur pour une raison, mais alors hyper simple, c'est que je n'ai fait que des études mathématiques. Je n'ai pas une très grosse expérience en ce qui concerne l'analyse fondamentale, hormis celle que j'ai pu entendre à côté de spécialistes divers et variés. Moi, j'envisage en fait mon trading purement de façon systématique, comme je l'ai expliqué ce matin, c'est-à-dire que mon dada, c'était d'observer les marchés financiers, j'adorais ça. Donc j'ai pu voir des graphiques, rester devant des graphiques des heures et des heures et des heures. Donc ça, c'était vraiment, je pense, une de mes forces lorsque j'ai débuté. Et j'ai tout de suite cherché en fait à essayer de trouver de la récurrence dans ces marchés, de façon déjà à me rassurer, parce que quand on dit que les marchés sont aléatoires et chaotiques, ça fait tout de suite peur. Donc dans ce désordre apparent, il y a quand même de l'ordre caché, et c'est cet ordre caché, moi, qui m'intéresse. Alors même cet ordre caché, si on arrive à le mettre en évidence, bien entendu, il y a encore un degré de liberté, le 100% n'existe pas, donc c'est pour ça qu'il faut asseoir tout ça sur d'excellentes règles de gestion, entre guillemets, de son argent. L'analyse fondamentale ne m'intéresse pas ou peu, même si je loupe certains grands moments, bien que je sois comme vous à regarder les statistiques qui sont publiées régulièrement à 14h30. Mais c'est simplement finalement en tant que spectateur en disant voilà, est-ce que la statistique va créer finalement un événement que je vais pouvoir exploiter selon mon modèle récurrent que je travaille ou pas. Je ne vais pas chercher, si vous voulez, comme dans les salles de marché, j'ai eu l'occasion d'en visiter, c'est un peu une fourmilière dans les 30 minutes qui précèdent, et il y a toutes les idées qui fusent. Oui, mais si la stat tombe comme ça, il faut acheter, si ça comme ça... Voilà, on a l'impression qu'il n'y a pas réellement de plan. C'est un petit peu, je dirais, à la one again. Voilà, ça me plaît pas trop, avec mon esprit un peu cartésien. J'aime pas trop ce qui dépend d'une pièce, quoi. Pile je gagne, face je perds. Donc j'essaye quand même de piper un peu les dés avec une observation technique. Alors, l'analyse fondamentale, est-ce que ça marche ou pas? Pour l'investisseur particulier, ça reste particulièrement difficile à exploiter et à convertir finalement en valorisation boursière, parce que le marché a ses préoccupations. Et ce n'est pas parce que la valeur a un excellent avenir d'un point de vue fondamental que le cours de bourse va être multiplié par 2 ou par 3, parce qu'il y a des phénomènes externes qui font que ça va influer plus ou moins négativement. Quand la tendance générale du marché est à la baisse, même si vous avez des pépites, une pépite peut être divisée par 50% ou par 1, parce que la tendance est morose, et vice-versa, bien entendu. Là aussi, actuellement, on est dans quelque chose qui est complètement à l'opposé de ce qu'on apprend à l'école ou dans les cursus économiques. Pourquoi? Parce qu'on est sous une politique monétaire très accommodante, avec des injections de liquidités massives. Les investisseurs sont shootés à ça. Et finalement, ils vont retourner la problématique fondamentale en disant, ben voilà, plus les nouvelles économiques seront mauvaises, et plus nous, on sera contents parce qu'ils vont continuer à injecter des liquidités, et donc ça va faire monter le marché. Donc on a des raisonnements
à l'heure actuelle qui sont des fois à l'opposé du bon sens fondamental. Donc c'est pour ça que je dis, moi en fait, que pour un investisseur particulier, ça reste quand même très difficile à exploiter. A contrario, pour terminer, c'est vrai qu'un analyste technique, par exemple, quand il étudie une valeur ou le potentiel technique d'une valeur, il va certainement passer à côté de choses très importantes d'un point de vue fondamental, parce qu'il y a un contrat qui va être décroché ou qui va générer un cash flow énorme. Et effectivement, un analyste fondamental va peut-être avoir des projections haussières de cours à plus longue échéance qu'un analyste graphique, et avec des niveaux que nous-mêmes, analystes techniques, on ne pourrait même pas évoquer, contrairement à un analyste fondamental. Voilà un petit peu ce que j'ai à dire, moi, dans mon approche et comment je conçois un petit peu l'analyse fondamentale que j'utilise très peu, voire pas du tout. Voilà. Joanny ? Merci Stéphane. Bonjour, alors moi c'est un peu différent parce que j'ai travaillé de 81 à 98 sur les marchés à la criée au Palais Brongniart, donc l'analyse graphique et technique était peu utilisée, voire pas du tout utilisée, et donc quand il a fallu repasser derrière des écrans, retrouver des sensations, avoir un sentiment, l'analyse graphique et technique est venue naturellement, si vous voulez, apporter les éléments dont j'avais besoin. Donc déjà, vous voyez, ça a été naturellement, évidemment, un besoin pour décrypter, je dirais, les tendances de marché. Donc après, la partie fondamentale, bien évidemment, c'est très important. Pas à n'importe quel moment, tout dépend des cycles, mais il est très important si vous voulez y attacher une importance. Donc on va dire que moi, je travaille plutôt sur le graphique technique de moitié, énormément sur l'aspect comportemental du marché, parce que lorsqu'il y a des nouvelles, des actualités, des chiffres, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment le marché se comporte et non pas la réaction au moment du chiffre, parce que c'est la traduction qu'en fait le marché qui est intéressant ensuite pour prendre des positions. Et la partie fondamentale, au niveau de la micro, c'est très intéressant, même au niveau de la macro, c'est très intéressant de voir comment on peut se dessiner, si vous voulez, l'avenir à court, moyen terme, en prenant des positions. Donc je dirais que c'est un peu la conjugaison de cet ensemble-là qui me fait prendre, moi, des décisions, si vous voulez, sur un horizon de temps, court, moyen terme, dans la recherche de swing plus ou moins important plutôt qu'en intraday. Donc là, typiquement, vous voyez, je vous montre un exemple d'approche que j'ai au niveau graphique dans un premier temps. Donc nouvelle inattendue plus figure de continuation. Donc c'est ce que je recherche principalement au niveau des marchés, après qu'une accumulation, comme vous pouvez le constater en bas de l'écran à gauche, s'est effectuée sur une période donnée. Donc je vais attendre, si vous voulez, l'impulsion qui va se mettre en place, donc cette impulsion de 33% qu'il y a eu en premier lieu. Donc là, je vais rentrer, je dirais, dans le marché graphiquement. Bien sûr que ceci doit être étayé avec une actualité des nouvelles, on va dire des facteurs, je dirais, micro intéressants, je dirais, en tout cas positifs. Il ne faut jamais, je dirais, anticiper une sortie lorsqu'elle n'est pas étayée. Voilà, et donc après, je vais, je dirais, en permanence suivre le mouvement tant qu'il n'est pas invalidé. Ça, c'est un premier aspect de mon approche. Également, je travaille essentiellement sur les points de support et résistance horizontaux. Là, je vous ai mis un exemple de trends diagonaux qui sont beaucoup de travail sur des obliques et des trends diagonaux, si vous voulez, qui pour moi, je dirais, ne sont pas utiles. On s'aperçoit de la fausse sortie dès la rupture du support du trend haussier, si vous voulez, qui a piégé tout le monde, parce que derrière, on a une accélération derrière. Voilà, donc c'est un peu, si vous voulez, ma façon de travailler aussi sur support et résistance horizontaux plutôt que diagonaux. Voilà, donc là, attention aux nouvelles et au volume. Là, c'est typiquement Alstom, si mes yeux ne me font pas défaut. La publication des résultats, on voit qu'il y a une zone de résistance assez importante. Le titre est sorti à la hausse, on a eu une fausse sortie à la nouvelle, derrière on a eu un contre-pied. Donc typiquement, c'est le genre de configuration que je vais jouer moi en contrarien, parce que la sortie, si vous voulez, doit être validée, ou le débordement de la résistance doit être validé pour passer réellement acheteur. Voilà, ça c'est également l'approche que j'ai sur certains titres. Ça, la sortie, on pourrait également montrer le graphe du CAC 40 ces derniers jours, quand on a fait une fausse sortie au-dessus de la zone 4280, 4290 pour faire une clôture au-dessus de 4003. On a eu typiquement cette figure-là à court terme. Donc là, c'est pareil, ce que je vous disais, lorsque les anticipations ne sont pas étayées, lorsqu'il y a une fausse sortie qui n'est pas, je dirais, le résultat d'un événement particulier, il ne faut pas passer acheteur, surtout pas passer acheteur, mais plutôt profiter de la situation pour prendre des bénéfices si on a été initialement en position. Voilà, un autre exemple de fausse sortie également, sur cette valeur-là, donc avec les indicateurs techniques en bas qui montrent, si vous voulez, un retournement de la tendance, alors que sur le graphique, on a eu une petite sortie par le haut qui s'est effectuée. Donc très important aussi, au-delà du graphique,
c'est d'utiliser techniquement des outils qui permettent de mesurer, si vous voulez, de regarder les cycles qui sont en cours et les figures de retournement qui se dessinent, situation de surachat, situation de survente, croisement de moyenne. Voilà. Alors, l'analyse technique ou analyse fondamentale, donc ce que j'utilise le plus, c'est... Alors là, j'aurais pas besoin de slides pour ce point-là. Ouais. Donc vous avez vu ce que disait Gwenaël, j'ai participé à cet ouvrage, l'analyse technique aux éditions Economica. Comme le disait Alexandre, j'ai aussi cofondé Day by Day, société spécialisée en analyse technique depuis 15 ans. Donc normalement, vous devez vous dire que celui-là, il est tombé dans la marmite quand il était tout petit. C'est l'obélix de l'étape, et en fait, pas du tout. J'ai une formation de management et surtout d'économie, et je suis passionné par l'histoire et passionné par l'histoire économique en tant que telle. Alors comment je suis arrivé à l'analyse technique, ça répond vraiment à la question. Mon premier boulot, c'était en 1993, j'ai été pris dans une salle de marché pour vendre des options. Donc je sortais de l'école. Et on m'a dit, ben voilà, il y a une autre recherche qui est très connue, fondamentale, tu appelles des investisseurs institutionnels et puis tu leur dis, il faut acheter des calls, il faut acheter des puts, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc j'ai pris mon téléphone et puis un mois plus tard, j'ai compté le nombre d'ordres que j'avais collectés et la réponse c'était 0. Je n'ai pas fait un seul ordre en un mois. Donc je me suis dit, il y a quelque chose qui ne marche pas, pourtant je parle, j'explique, la recherche est très bien, etc. Alors j'ai demandé dans la salle de marché qui est-ce qui réussit, qui est-ce qui est bon. Alors on m'a dit, tu devrais aller voir le patron des options, parce que lui, il fait la moitié du chiffre d'affaires de la salle. Alors moi, ça m'a beaucoup impressionné. Donc je suis allé le voir, je lui ai dit, voilà, il paraît que toi, ce que tu fais, ça fonctionne. Moi, ce que je fais, ça ne fonctionne pas. Et comment fais-tu? Et il m'a dit, regarde, et il m'a montré un graphique. Il m'a dit, tu vois, cette action, elle est sur le support, il faut l'acheter. Je me suis dit, oui, bon, très bien, qu'est-ce que j'en fais? Il me dit, tu racontes ce que tu veux, mais tu achètes les actions qui sont sur les supports. J'ai fait ça pendant 2-3 semaines en allant le voir tous les jours. Et au bout de 2-3 semaines, j'ai collecté mes premiers ordres. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'analyse technique. C'est-à-dire que la notion de support, je ne la connaissais pas. On ne m'avait pas appris ça à l'école. On ne l'apprenait pas en école de commerce, on ne l'apprenait pas à l'université, l'analyse technique. Au début des années 90, c'était très peu enseigné. Il n'y avait qu'une seule école dans toute la France qui, dans son master, dans son 3e cycle, apprenait l'analyse technique. Voilà, donc je ne connaissais pas. Et j'ai demandé à cette personne de m'apprendre. J'ai constaté une chose, c'est que ma probabilité d'avoir raison sur un raisonnement fondé sur l'analyse technique est beaucoup plus élevée que ma probabilité d'avoir raison sur un raisonnement basé sur l'analyse fondamentale. Ensuite, 2 ans plus tard, je travaillais dans la gestion. Et là, j'ai commencé à me dire, bon, quand j'ai tort, qu'est-ce qui se passe? Comment je fais pour m'en sortir? Parce que ça arrive d'avoir tort. Eh bien, en analyse fondamentale, il faut attendre de comprendre l'ensemble des événements. Et j'ai vu qu'en analyse technique, j'avais un autre outil qui était la notion de stop-loss. Et la notion de stop-loss me permettait de couper ma position perdante bien avant de comprendre les raisons pour lesquelles le scénario ne s'était pas bien déroulé. Et j'en ai conclu que la gestion du risque, eh bien, c'était l'analyse technique qui répondait le mieux. Alors aujourd'hui, je suis toujours passionné d'économie. Je continue de parcourir des sites internet, de lire des livres sur ce qui se passe dans le monde. J'ai des tas d'avis, mais ça ne me sert pour les marchés strictement à rien. Donc je suis catégorique, je suis totalement analyste technique quand il s'agit de faire une anticipation ou de faire une opération de marché. Merci Julien. Alors on va enchaîner justement. Alors Giovanni Filippo a pris un petit peu d'avance, mais on va y revenir également. Alors la seconde question, c'est est-ce que, pour concrétiser un peu vos propos, est-ce que vous avez des exemples récents, ou pas forcément d'ailleurs, mais des exemples concrets en tout cas, et chiffrés pourquoi pas, illustrant clairement l'impact de l'analyse technique sur vos décisions? Pour ma part, oui, j'ai 2 exemples, un sur l'or, un sur le CAC. Je ne sais pas si on peut les faire voir. Voilà, si on veut passer les slides. J'avais une grande conviction, c'était en début d'année. Voilà, parfait. Ça, c'est le graphique de l'or. Alors, ah oui, merci. Donc à gauche, oui, à gauche, oui, c'est bien. À gauche, c'est le graphique de l'or exprimé en dollars, et à droite, le graphique de l'or exprimé en euros. Au mois de mars, il y avait le salon de l'analyse technique. Il y avait une conférence en fait organisée sur le thème l'or. Et il y avait les 3 intervenants, je ne citerai pas les noms bien entendu, étaient mais alors bullish sur l'or, c'est-à-dire qu'ils voyaient l'or repartir plein pot très rapidement, et puis avec des scores impressionnants, on parlait de 2000, 3000, 4000, 15 000 pour certains, voilà. Et moi en fait, avec mes modèles,
surtout le graphique de droite. Le graphique de droite, l'or exprimé en euros. Vous voyez que j'ai en fait un système de suivi de tendance. C'est-à-dire quand les cours sont accrochés sur les bandes rouges, ça veut dire que la tendance, c'est la tendance la plus haussière que vous pouvez constater sur les marchés financiers. Et l'or, en fait, depuis 2008, suivait cette tendance extrêmement haussière. À chaque fois qu'on revenait sur la bande rouge, le marché remontait. La bande bleue, c'est la partie médiane, c'est-à-dire c'est la tendance est haussière, mais ni très forte, ni très douce. Tendance haussière modérée. Et les deux moyennes mobiles au fond, qui passent là à 700 et 800 euros sur l'or, met en relief une tendance haussière plutôt douce, si vous voulez, ou modérément douce, tout dépend également du parcours jusqu'ici. Et donc en début d'année, un événement énorme s'est produit, à mon sens, qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs années, pour pas dire presque une petite dizaine d'années. C'est la rupture en fait de cette bande rouge en données mensuelles, donc en fin janvier. Et donc là, j'ai eu vraiment une conviction très forte par rapport à ces modèles, alors que sur l'or exprimé en dollars, on était plutôt dans un étroit couloir horizontal où tout le monde pensait que c'était une phase d'accumulation avant de remonter. C'est le couloir rose à gauche. Et j'ai fait une conférence justement après cette conférence des 3 personnes ultra bullish où j'ai refroidi totalement l'assemblée et j'ai dit moi l'or va être plombé, acheter du plomb parce que pour moi il va continuer certainement à baisser. Et j'avais placé un facteur d'accélération vers 1522 $ l'once. Si on cassait ce niveau-là, on aurait vraiment une baisse assez profonde, probablement en direction de la bande bleue, et même cette bande bleue, vous voyez, sur le graphique de droite, a été cassée. Donc c'est pour ça que je pense encore au jour d'aujourd'hui que la tendance baissière de l'or n'est pas tout à fait terminée, et qu'on pourrait perdre encore, comme le disait Alexandre, et je suis tout à fait d'accord avec son analyse, revenir au niveau de 1150, voire peut-être un poil plus bas, avant probablement de reprendre un courant haussier plus fort. Ça, c'était vraiment une très forte conviction haussière assise sur mes outils. Et l'autre slide, où là, c'était moins... Je ne sais pas ce que j'ai fait de la manette. En fait, c'était pour aller dans le sens de Giovanni, c'est pour évoquer ces bull traps, un petit peu, ces pièges à acheteurs. On en avait eu un en 2011 sur le CAC 40. Donc le marché était remonté. Moi j'étais assez un petit peu frustré parce qu'au niveau de Massicave, on n'avait pas bien pris cette phase de hausse où on était sous-exposé par rapport à la montée. Et donc j'assiste à ce débordement comme ça de cette zone là, vers 3350 points. Et là j'ai bien fait attention quand même, parce que je me suis dit on pourrait peut-être effectivement avoir un bull trap. Le bull trap il y a eu, vous voyez, on a vraiment percé de façon très éphémère cette très grosse résistance historique à 3350 points, et d'un seul coup on s'est effondré. Sauf que l'effondrement était en fin d'année, c'est-à-dire en novembre, et compte tenu souvent de la personnalité de la fin d'année, on peut avoir un petit trou d'air en octobre, en novembre, mais souvent la fin d'année est très bullish avec le rallye de fin d'année pour que les gestionnaires habillent un petit peu leur bilan et donc essayent de soutenir le marché. Et donc moi je suis revenu à l'achat sur Massicave en étant bien, en ne m'étant pas fait piéger par le bull trap, mais je suis revenu à l'achat un peu rapidement, c'est-à-dire dans la zone des 3100 points. Et assez massivement, parce que j'avais été un peu frustré de ne pas avoir accompagné la hausse du marché avec un fort en cours. Et finalement, ce bull trap a vraiment enclenché une phase de baisse un peu supérieure à celle que j'avais estimée selon mes modèles. Et on est revenu quand même, moi j'ai acheté à 3100 points, on est revenu tester 2800 points avant de finir l'année bien plus haut que ça. Donc là, je me suis fait vraiment très 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 peur dans cette situation. Et c'est là où mes modèles finalement m'ont quand même permis d'éviter le bull trap, mais pas de gérer au mieux la forte baisse qu'il y a eu derrière. Voilà un petit peu 2 exemples totalement différents. Je passe la... Alors Julien, ensuite, Julien, des exemples peut-être à nous communiquer. Oui, j'ai un exemple, j'avais préparé un exemple sur la Banque centrale, justement, l'intervention de la Banque centrale. Alors, typiquement, un avis fondamental qu'on pouvait avoir, que j'avais,
Qu'est-ce que la Banque Centrale Européenne? C'est le graphique, voilà, c'est exactement ça, je vais reprendre la petite molette. Qu'est-ce que la Banque Centrale Européenne peut nous apporter comme information? Donc avant que Mario Draghi ne soit président de la Banque Centrale, le président précédent, et c'était Jean-Claude Trichet. Alors certains ont aimé, d'autres pas, peu importe. Moi, ce que je regardais pour Trichet, c'est simplement que c'est quelqu'un qui venait de la fonction publique et qui avait un sens des lois, des codes extrêmement développés et qui n'était pas du tout un vrai financier pur jus de vraiment des marchés. Et donc, a priori, toutes ces décisions devaient être dans l'ordre du domaine politique et du domaine législatif. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on disait qu'il fallait que la Banque centrale aide l'économie, il rappelait non, c'est pas le mandat, c'est pas notre mandat. Il suivait la loi. D'ailleurs, pendant 4 ans, on rigolait presque dans les salles de marché avant que la BCE ne parle, parce que au moment où il commençait à parler, le marché se mettait à baisser directement. C'était vraiment, pendant 4 ans, c'était à chaque réunion de la Banque centrale. Et puis alors, quand on a vu que c'était Mario Draghi qui arrivait, alors moi je me suis dit une chose, je me suis dit ce type-là, il vient de chez Goldman Sachs. Bah, ça, c'est un truc important. Hein. C'est un profil qui n'a absolument rien à voir. Et l'autre chose, c'est qu'il y avait des histoires là qui tournaient autour de la Grèce. Et quand on voulait savoir qui avait un petit peu organisé cette histoire de masquer quel est l'endettement exact des Grecs et tout, il y a quand même le nom de Mario Draghi qui revenait de temps en temps. Alors peut-être à tort d'ailleurs. Mon propos, c'est pas du tout de juger ça. Je me suis dit bon, là on a un financier pur jus, et donc peut-être que ça va changer. Alors, quand Mario Draghi en fait devient président de la BCE, si je suis mon raisonnement fondamental, bah, j'achète le marché. Je me dis, bah, forcément, il va soutenir le marché, et donc c'est parfait. Alors, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas fait parce que je vous disais tout à l'heure, je ne suis pas le raisonnement d'analyse fondamentale pour prendre une décision, puisque je ne sais pas à partir de quand ça va te mettre en place, quand est-ce que j'aurai tort. Enfin, il y a tout un ensemble d'informations que je ne peux pas avoir. Et regardez sur ce graphique, le trait bleu qui est vertical, c'est le moment précis où Mario Draghi va prendre la parole. Et il va dire une chose très simple, qui quand j'ai entendu cette phrase, ça a tilté tout de suite, et je crois que ça a été le cas de tout le monde. Il a dit, on sauvera l'euro coûte que coûte. Alors coûte que coûte, c'est le mot coût, c'est de l'argent. Ça voulait dire, je mettrai le nécessaire sur la table. Donc c'est vraiment à l'opposé du raisonnement Trichet. Et regardez ce que le marché a fait après, hein, pendant 1 an, qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté en ligne droite. Voilà. Alors typiquement, on se dit, bon, bah, si Draghi devient président de la Banque Centrale Européenne, c'est qu'il faut acheter le marché, et donc voilà le raisonnement fondamental, que je n'ai donc pas suivi. Mais, autre graphique, et on est toujours au même endroit, vous avez toujours la même barre verticale. Mais j'ai un petit peu zoomé, hein, je suis allé regarder un peu plus en détail. Et vous voyez qu'avant la barre bleue, il y a un marché qui baisse, puis à un moment qui baisse de plus en plus doucement. Et à la fin de la baisse, il y a 2 creux successifs qui sont représentés par le trait vert descendant, et vous voyez que les indicateurs techniques, eux, ils font autre chose. Ici, le MACD remonte. On appelle ça en analyse technique une divergence. Je suis sûr que vous connaissez ce terme-là. La divergence, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que le marché a terminé de baisser, et il y a 2 options, soit il va évoluer à plat, soit il va se renverser. Donc, quelle était l'attitude que nous avions, nous, à ce moment-là? C'est-à-dire avant que la BCE ne parle, ben, 1, on n'était plus vendeur, on n'était pas et on n'était plus vendeur. Et 2, on cherchait à acheter ce marché. Mais pas pour des raisons du tout économiques, pour des raisons fondamentales, pour des raisons techniques, justement. Et c'est là où je veux vous dire que le raisonnement technique peut être tenu tout à fait en marge du raisonnement économique, que parfois les deux vont se rejoindre, mais à un moment donné, qu'on ne connaît pas, que peut-être pendant un certain temps, ce ne sera pas la même chose. Mais voilà un exemple pour nous, très clair, d'articulation entre un point de vue fondamental, cohérent, réaliste, crédible, et une situation technique qui permet de prendre une décision, mais de manière objective sur les prix, sans tenir compte de quand est-ce que ça se mettra en place. Parce que Draghi, il a parlé au mois de... Ça devait être fin juillet, début août, je sais, ou peut-être fin juin, début juillet, je ne sais plus. Fin juin, début juillet, je crois. Mais il aurait pu parler 3 mois plus tard. Voilà. Et ce qui me permet justement de dire que tant qu'on a Mario Draghi, alors c'est peut-être reprendre sur le schéma de 2014, mais je suis tenté de dire que tant qu'on a Mario Draghi à la tête de la Banque Centrale Européenne, je pense que les réunions de la Banque Centrale Européenne vont nous apporter plutôt des bonnes nouvelles que des mauvaises nouvelles. Voilà, ça c'est un raisonnement économique, mais la prise de position sur le marché, je la prendrai sur la base d'analyse technique. Merci pour cette information. Alors, on va démarrer sur notre question maintenant, qui vient un petit peu dans la ligne de celle-ci. Vous devez probablement, potentiellement, avoir des indicateurs, des configurations préférées, des éléments que vous aimez repérer sur des graphiques, que vous cherchez à repérer sur des graphiques. Et donc, je pense qu'il serait intéressant de voir quels sont justement ces indicateurs, quelles sont ces configurations éventuelles que vous utilisez de manière récurrente.
Moi, en ce qui me concerne, quand je vous ai fait voir le graphique de l'or tout à l'heure, en fait, c'est un système de bandes rouges, bandes bleues et moyennes mobiles qui me permettent de savoir quel est le tempérament du marché au moment où il m'intéresse, au moment où je vais le regarder. Donc 3 possibilités, soit il est très directionnel par rapport aux bandes rouges, soit très directionnel par rapport aux bandes bleues, soit moyennement directionnel par rapport aux moyennes mobiles. Et il y a un 4e cas, c'est informe, c'est une espèce de range. Donc ça guide vraiment la qualité de mon analyse, et également je m'adapte aux points que met en évidence les bandes rouges, les bandes bleues, pour essayer d'estimer un rebond de marché, une profondeur de correction. Tout ça, c'est dynamique, donc ça doit être remis à jour régulièrement, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, si c'est des graphiques mensuels. Donc je vais principalement, au niveau de mon trading personnel, chercher en fait des assemblages récurrents. Et ces assemblages récurrents, je les mets en évidence avec également des outils tout à fait standards et une combinaison temporelle. Souvent 5 minutes, 12 secondes ou 5 minutes, 1 minute pour faire du scalping ou du day trading. Et ces outils standards, qui vont être assemblés d'une façon très particulière entre 2 unités de temps, fait qu'avec même quelques outils simples, judicieusement choisis, on peut vraiment créer quelque chose de très pertinent et voire très complexe au niveau de l'analyse technique de tous ces outils et de l'enchevêtrement des horizons de temps. Donc les outils que j'utilise moi principalement, ce sont des moyennes mobiles arithmétiques, des moyennes mobiles exponentielles, des bandes de Bollinger et des points pivots. Voilà un petit peu les outils de base qui vont me permettre finalement d'expliquer des éléments de récurrence sur le marché, que ce soit en scalping, en day trading, voire à plus longue période. Lorsque je vais je vais faire des analyses sur des plus longues périodes, et bien en fait, comme l'analyse technique est quelque chose de fractal, alors il ne faut pas que ça vous fasse peur, hein. Fractal, c'est qu'un modèle d'analyse technique trouvé sur un horizon de temps se duplique à l'identique sur des horizons de temps supérieurs ou inférieurs. Donc il faut jouer à plein sur cet état de fait. C'est pour ça que moi, certaines personnes qui disent « Ah mais moi, le day trading ou le scalping, c'est pas fait pour moi », je dis « Il n'y a pas de souci, moi je n'ai pas de jugement de valeur à avoir, mais vous pouvez utiliser ma technique que vous allez faire remonter sur l'horizon de temps qui vous intéressera pour trouver des points d'entrée à court ou moyen terme si vous êtes un investisseur plus traditionnel. » Donc en fait, quelque chose de très intéressant également, peut-être un petit peu différente par rapport à mes confrères, les moyennes mobiles, les points pivots, les bandes de Bollinger sont des éléments assez dynamiques. C'est-à-dire que surtout quand je trade en scalping, en day trading, je ne valorise pas du tout mon graphique en temps réel. Je ne vais pas mettre des niveaux de support obliques ou horizontales, pour la simple et bonne raison que si vous commencez à tracer en intraday, eh bien, vous êtes vissé devant votre ordinateur de 8h du matin jusqu'à 22h le soir, parce que vos lignes de tendance vont être sans arrêt à remettre à jour en fonction de l'évolution intraday, et ça va entraîner certainement un overtrading, un suivi trop intensif, et donc avec un risque de perte de concentration, de voir des choses qui n'arrivent pas, c'est-à-dire l'effet mirage. C'est pour ça que moi je préfère des modèles plus dynamiques, c'est-à-dire j'allume mes écrans et à tout moment je vois s'il y a à faire ou pas à faire. En fait, l'idée c'est on sait ce que l'on cherche et on sait la façon de l'exécuter. Voilà. Mais sans apport externe, de façon à ce que je ne sois pas bloqué devant mon écran et à faire de l'overtrading, parce que c'est un piège dans lequel tombe un grand nombre de néophytes. Voilà un petit peu succinctement mon approche. Merci beaucoup. Merci Stéphane. On va passer à Giovanni Filippo qui va nous expliquer également quels sont ses indicateurs, configurations préférées. Alors, déjà au niveau du scalping, on n'effectue pas de scalping au niveau de Bourse Direct dans, je dirais, l'aide à décision vis-à-vis de nos clients. C'est un horizon de temps extrêmement court, ça demande beaucoup d'attention, beaucoup de travail, et tout le monde ne maîtrise pas forcément, si vous voulez, ces éléments, surtout à la recherche d'écarts, même si parfois le marché s'y prête, comme en ce moment depuis quasiment 4 à 5, 6 semaines dans un range bien établi. Mais nous, on est plutôt à la recherche aussi de mouvements plus importants. Et donc, on utilise surtout, comme tout à l'heure Julien a fait montrer sur son graphique, les figures d'essoufflement après un cycle baissier important.
lorsqu'on arrive sur un niveau de support important, une figure d'essoufflement, une accumulation. Donc on va en fonction des moyennes mobiles, des indicateurs d'achat et des divergences, commencer à initier une position avec un stop bien sûr très très court, comme on a pu le faire en septembre 2011 lorsqu'on l'avait recommandé sur les niveaux de 2950-2960 après le groupement de baisse du marché. Là, on était sur des points bas, une accumulation, toujours une pression assez importante. Et au niveau, bien sûr, là, c'est la différence, je dirais peut-être avec Stéphane, c'est qu'on intègre plus, nous, si vous voulez, l'actualité et ce qui est en train de se passer au niveau fondamental. Et à partir de là, dès qu'on a un signal d'achat, dès le débordement d'un niveau de résistance important, le débordement de la figure d'accumulation, donc on passe à l'achat sur le marché et on renforce systématiquement sur les bases, pardon, excusez-moi, j'ai vraiment des problèmes avec ma voix, on renforce, non mais j'ai un chat là, ça va être dur. On renforce, je dirais, donc d'abord on initie une position. On commence à constituer une position à hauteur de 5% au niveau du portefeuille, que ce soit de l'indice ou au niveau de la valeur. Donc une fois que la première impulsion a été effectuée, on allège un petit peu la situation. Et là, sur les figures d'accumulation, on rachète tant que le signal n'est pas invalidé systématiquement. Donc pour étayer, si vous voulez, cette stratégie, on suit les tendances court et moyen terme. Pour étayer cette stratégie, on regarde aussi les indicateurs, donc pour se définir dans l'horizon de temps, pour essayer de calculer l'objectif, je dirais, qu'on peut réaliser. Donc on est là sur un horizon de court-moyen terme. On va essayer de rechercher pour un profil dynamique des objectifs à 8 ou 10%, avec des stops de protection à 4 ou 6%, et pour des profils, je dirais, d'investisseurs, on va plutôt aller chercher des 15, 20, 30%, tant que la figure, je dirais, haussière n'est pas invalidée. Là, typiquement, on a le graphe d'EDF. Alors là, on a travaillé, je dirais, depuis le début de l'année. C'est vrai qu'elle fait partie des valeurs, je dirais, qui sous-performaient au niveau du CAC 40 pour différentes raisons, je dirais, fondamentales. Donc, d'autres valeurs avaient nettement bien performé. Donc, nous, on était à la recherche d'un point de vue fondamental de valeurs qui étaient en retard sur le marché. Regardez si au niveau de l'actualité, il y avait des phases de restructuration en place, il y avait des événements qui pouvaient permettre, je dirais, de retourner à l'investissement dessus. Donc c'est typiquement, si vous voulez, des configurations que l'on suit lorsque des valeurs sont en partie basse, lorsqu'elles ont surtout sous-performé. Et vous voyez, dès qu'on a eu le franchissement en bas de la zone d'accumulation, on a commencé à rentrer une position. Donc sur le dossier EDF, donc qu'on a renforcé, si vous voulez, sur la deuxième correction en rectangle, et qu'on a, je dirais, ensuite renforcé dès le débordement de ce triangle. Donc tant que la figure complète qui s'est décomposée en une impulsion, une faille de consolidation, une deuxième impulsion haussière qui en règle générale est d'équivalence de la première, vous voyez, impulsion de 33%, deuxième impulsion de 33%. Donc à partir de là, à partir du sommet de la deuxième vague d'impulsion, on a commencé à alléger, je dirais, nos positions, tout en gardant un solde d'acheteur tant que je dirais, la tendance n'est pas invalidée. Là, donc on voit que la valeur a consolidé sous forme d'une phase de distribution, mais ne repassant pas sous les supports, en tout cas sous le haut du gap, parce qu'on avait ouvert aussi avec un gap haussier, donc ça, ce qui renforce, je dirais, la tendance sur le titre. Et donc, dès qu'on est sorti du triangle, en fin de compte, on a repris les positions qu'on avait allégées pour jouer, en fin de compte, ce qui est le cycle final, parce que ça se décompose toujours en 5 vagues, 3 impulsions et 2 corrections, donc pour vendre récemment donc, sur la position. Ça, c'est typiquement, si vous voulez, le type de configuration que l'on suit et qu'on utilise en fonction des figures. Très bien, merci beaucoup Giovanni. On va entamer la dernière ligne droite de cette table ronde. Alors, je vais poser à chacun d'entre vous, qui sera la même question d'ailleurs, on va essayer de répondre en 2 minutes chacun avant de tendre les micros publics, voir s'il y a des questions éventuelles. Alors 2 questions pour terminer cette table ronde. La première, c'est est-ce que vous comprenez la défiance qui peut exister envers l'analyse technique ? Il y a pas mal de critiques sur l'analyse technique, sur effectivement les différents modèles qui peuvent exister, et dans la foulée, qu'est-ce que vous donneriez et quels sont les conseils que vous donneriez à des débutants d'analyse technique ? Quels sont vraiment les conseils qui vous ont été utiles ? Vous avez déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais je pense que ça conclut bien cette table ronde. Donc, 2 questions en une, et donc 2-3 minutes chacun avant les questions au public. Moi, je comprends bien entendu la défiance que l'on peut avoir à la fois des investisseurs particuliers et à la fois du monde professionnel, même si, grâce aux particuliers, de plus en plus d'analystes graphiques intègrent les brokers, les banques, parce qu'il y a quand même une pression maintenant, votre pression.
vous voulez avoir un flux d'analyse technique, un flux graphique. Donc ça les décideurs en tiennent de plus en plus compte. Moi, souvent, en fait, on m'a dit oui, mais vous êtes une Madame Soleil. A posteriori, c'est toujours facile. On n'a jamais tort. Voilà. Ça, je comprends ça, mais c'est véhiculé souvent par des gens qui utilisent mal également l'analyse graphique. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on fait de l'analyse fondamentale qu'on la fait toujours bien, c'est pas parce qu'on fait de l'analyse graphique qu'on la fait toujours bien également. Il y a des gens qui se permettent des libertés avec les concepts d'analyse technique qui ne devraient pas être. On voit des fois des gens qui dessinent des triangles alors qu'on a simplement un aller et un retour. Et là, on dit, ça y est, on est dans un triangle. Donc, il ne faut pas s'étonner également que les structures en triangle dépistées comme ça donnent de si mauvais résultats. Il y a quand même un certain nombre de règles. Il faut quand même essayer de les appliquer un minimum. Alors, je comprends également aussi l'appréhension du milieu bancaire parce que ce sont des gens qui ont passé beaucoup de temps sur les bancs d'école, qui ont eu souvent des formations qui sont très éloignées de la préoccupation de gestion au quotidien de fonds, parce qu'on n'apprend jamais à l'école, ou de plus en plus maintenant, mais il y a quelques temps, on n'apprenait pas l'analyse graphique, on ne parlait pas de gestion émotionnelle, alors que quand on est gérant de fonds, quand on gère des millions d'euros, je pense également qu'il serait quand même bien de faire appel à des experts en performance mentale pour essayer de dominer un peu plus son sujet. Et on voit apparaître des profils, effectivement, à la Kerviel, et je pense des profils comme ça, il y en a encore des paquets dans les banques. Parce que je pense qu'il y en a plein qui sont inconscients de leurs incompétences encore. Mais ce qu'il y a, c'est que on peut comprendre également la volée de bois vert que l'on reçoit ou qu'on recevait il y a encore quelques années de la part des analystes fondamentaux, parce que finalement, en quelques semaines, en quelques mois, vous êtes capable d'avoir une qualité d'analyse sur le marché qui est bien supérieure à des gens qui ont fait 15 années d'études. Donc on comprend qu'il y a un corporatisme et que ça ne plaise pas à tout le monde. Voilà, ça c'est... moi je l'ai vécu également. Et pour quelqu'un qui débute en analyse graphique, même s'il a d'excellentes performances, je peux vous garantir que c'est très difficile de rentrer dans le sérail du monde bancaire. Parce qu'on est quand même dans la culture du diplôme en Europe. Si tu n'as pas le diplôme qui correspond à ça, ce n'est pas la peine d'envisager. Alors qu'aux États-Unis, c'est un petit peu différent aussi. Voilà. Donc je comprends toute cette défiance, mais en utilisant bien les concepts d'analyse technique tels qu'ils sont conceptualisés dans le livre de M. Béchu et de Julien, ça c'est déjà une aide à apprendre les bases. Dans un autre registre, vous pouvez acheter éventuellement des livres d'auteurs où il y a une conceptualisation méthodologique, parce que c'est bien d'avoir des outils, mais comment on s'en sert également. Donc c'est quand même bien de voir comment on assemble finalement tous ces outils, ne serait-ce que pour vous former à la trame universelle méthodologique technique. C'est qu'il faut une conviction, un point d'entrée, un objectif, un stop et un protocole de gestion. Voilà, ça c'est, je dirais, la trame assez classique. Maintenant, c'est à vous de nourrir cette trame avec des éléments techniques solides. Et la dernière question, c'était les conseils, c'était effectivement de lire des livres, d'assister à des webinaires, éventuellement des séminaires, de façon à avoir une culture, et après de partir peut-être dans vos propres biais techniques, parce que chacun est réceptif à tel ou tel outil, plutôt que telle autre personne. Voilà. Merci beaucoup Stéphane. Donc on va prendre également l'avis de Julien Desbanzal sur le... ou Joaquin Philippot. J'ai tout résumé, super. Très bien, donc, rien à rajouter. Si vous avez des éléments à rajouter, n'hésitez pas, on a encore 5 minutes avant les questions. Oui, justement, je crois qu'il a tout dit. Moi j'aime beaucoup la cuisine, et souvent je mangeais pas trop les desserts parce que j'aimais pas ça. Et puis un jour il m'est arrivé quelque chose, c'est qu'on m'a emmené manger un dessert de Le Nôtre, et là j'étais beaucoup moins défiant vis-à-vis des desserts. Voilà, donc ça dépend. L'analyse technique, c'est comme tout. Il y a des bonnes, des mauvaises, des ceci, des cela, voilà. Et puis effectivement, ça semble très simple. Hein. C'est un enfant de 5 ans, il prend un stylo, il va tracer un trait là où il y a des points. Donc ça semble très simple, et en fait, c'est beaucoup d'expérience. Donc on ne peut pas parler de défiance tant qu'on n'est pas allé véritablement au fond des choses. Peut-être pour moi, en termes de conseils, ce que je pourrais dire. Premier point, pensez qu'il faudra beaucoup de temps de pratique de l'analyse technique pour maîtriser. Donc les conseils qu'a donné Stéphane, effectivement, sont vraiment très importants. Prendre la littérature, assister à des formations, à des séminaires. Et puis,
L'autre point, c'est peut-être j'insiste beaucoup là-dessus, le money management, la gestion de la position. C'est pas de l'analyse technique, encore que ce soit souvent dans les livres d'analyse technique, parce qu'on en parle, mais ça c'est déterminant. C'est-à-dire que on peut avoir tort une fois et finalement consommer une grande partie de son capital, alors que les 3 fois suivantes, on aura raison. Et il faut simplement savoir bien gérer, bien allouer ses fonds sur chaque opération. Voilà, pour moi, le money management, c'est vraiment le point sur lequel il faut travailler. C'est le point sur lequel tout le monde peut progresser très vite, indépendamment de la maîtrise de l'analyse technique. Très bien, merci beaucoup pour vos avis. On va passer aux questions du public. Donc, si certains d'entre vous ont des questions à poser à nos spécialistes, qu'ils n'hésitent surtout pas. Monsieur à gauche. Alors, il y a des micros qui vont circuler normalement, voilà. Question. Ah, maintenant ça marche. Question à nos 3 invités. Monsieur le représentant de Bourse Direct a évoqué tout à l'heure la fausse sortie du CAC 40 de son canal avant de le réintégrer. Peut-être que vous, à la lumière de l'analyse fondamentale, vous pouvez nous expliquer ceci. Mais surtout, les deux tenants de l'analyse technique. Si jamais on laisse tomber l'analyse fondamentale et qu'on se focalise uniquement sur l'analyse technique, qu'est-ce qu'on fait dans un cas de figure comme celui-ci? Le CAC 40 qui a franchi le seuil psychologique de 4300 et surtout le seuil technique de 4310. Alors, si on se dit que l'analyse technique suffit à elle-même, on n'a pas à se préoccuper du tout de l'analyse fondamentale. Dans ce cas-là, c'est un démenti quand même. Alors, comme je vous disais, ce qui est très important lorsqu'on franchit un cap qui est travaillé depuis X jours, à répétition, avec plus ou moins de volume, parce que parfois on peut franchir des niveaux et accélérer derrière sans qu'il y ait pour autant un volume, je dirais, assez conséquent. Ce qui est toujours important lorsqu'on franchit un seuil de résistance majeure, en l'occurrence, là on a établi un seuil de résistance majeure à court terme, c'est de le valider sur la durée, de s'assurer qu'il y a un relais dans la durée. D'accord ? Donc là, c'est pour ça que la notion de fausse sortie, il faut toujours faire très attention lorsqu'on franchit en premier lieu un niveau de résistance, en l'occurrence comme celui-ci. Et tout à l'heure, j'insistais sur le fait qu'il faut que ça soit étayé. On peut, je dirais, traverser une résistance en séance ou en clôture pour peu qu'il y ait, je dirais, au niveau du marché, une actualité, un événement qui produit cet effet-là. Mais en règle générale, c'est étayé avec du volume aussi, en plus de la nouvelle. Ce jour-là, si vous voulez, on n'est pas sorti, je dirais, sur une nouvelle très très particulière. En fin de compte, le marché a essayé de vider un petit peu le short qui était présent, et c'est principalement les shorts, je dirais, qui ont provoqué cette sortie-là. Donc après, je dirais que la notion d'attente là est primordiale, le temps de s'assurer si ce point-là est validé au minimum en clôture, au minimum, je dirais même sur un point de résistance majeur, au minimum sur 2 clôtures. À partir de là, on peut commencer à acheter, vous voyez, et non pas avant. Oui, c'est exactement la même réponse que je ferais que de Giovanni quant à ça. Oui. C'est pas parce qu'on déborde un niveau, et encore, on était vraiment dans le bruit de ce niveau, c'est-à-dire qu'il faut attendre quand même une clôture jour, voire hebdomadaire, ou 2 ou 3 clôtures jour pour être sûr qu'on a bien franchi ce niveau. Alors, il y a un risque, hein, bien entendu, c'est qu'il y ait une accélération et que l'accélération, elle se passe sans vous. Mais je vais vous dire, c'est les règles du jeu, ma pauvre Lucette. Hein. On ne peut pas être de tous les combats. Hein. Il faut être des combats qu'on peut gagner et pas mettre les pieds dans des combats où c'est la pièce. Voilà. Mais justement, quand vous lisez par exemple tout un tas d'analyses techniques qui circulent ici ou là sur différents sites d'analyse technique et pas les moindres sur Internet, et quand vous voyez par exemple la plupart des analystes qui sont quasi unanimes, pour ne pas dire vraiment unanimes tous, qu'après une vingtaine de séances de stagnation dans ce canal, s'il y a une sortie par le haut ou par le bas, c'est le début d'un mouvement d'accélération. Oui. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? Soit on loupe un mouvement, quel qu'il soit, haussier ou baissier, soit on s'engage et là après on se fait avoir, pardon, excusez-moi le terme. Oui, mais vous avez tout à fait raison, mais je pense qu'il faut quand même, justement, lorsque tout le monde est focalisé sur la même chose, il va y avoir des petits malins qui vont essayer d'induire des faux signaux pour dire finalement j'ai réussi mon coup et je vais faire une bonne affaire à mes clients ou à moi-même. Donc il faut quand même essayer d'avoir un minimum de confirmation dans le débordement du niveau. C'est pas parce qu'on fixe 4315 qu'il y a une clôture à 4316, ça y est, hein, c'est parti. Il faut quand même une clôture un petit peu au-dessus, significative. Alors significative, c'est quoi ? C'est peut-être et d'une, quelques points au-dessus,
une clôture sur 1 ou 2 jours et essayer par exemple de rentrer sur des achats limites un petit peu plus bas lorsqu'on a la certitude, si vous voulez, de ça. Mais avec un risque effectivement de louper un mouvement. Mais à la limite, c'est pas dramatique de louper un mouvement parce que le marché, c'est des sommes de mouvements. L'essentiel, c'est d'avoir des mouvements dans de bonnes conditions. Il y a des mouvements qu'on ne peut pas prendre parce qu'ils sont trop rapides. Et là, pour le coup, ce serait être Madame Soleil que dire là, il faut acheter parce que ça va exploser sans qu'on en ait la confirmation. Voilà. Oui, je veux juste rajouter sur le faux signal. On a commencé à travailler là-dessus avec les auteurs du livre. Page 177, vous avez une section qui s'appelle « Vers une théorie du faux signal ». Donc on a voulu travailler sur ce point-là. Et là, je vous ai apporté l'exemple du CAC 40 en mars 2003. Où vous avez le CAC 40 qui part à la baisse, à la baisse, à la baisse. Et puis en mars 2003, si je me souviens bien, les troupes entrent en Irak, quelque chose comme ça. Et le marché fait un nouveau plus bas. Donc il indique la poursuite de la tendance baissière. Et vous voyez que juste après, il remonte très très fort. Et il arrive à s'installer au-dessus du précédent point bas. C'est vraiment le faux signal en tant que tel. Alors en quoi est-ce que ce faux signal était un signal d'achat ? C'était un signal d'achat parce que la nouvelle était considérable, elle était énorme. C'était l'entrée des troupes en Irak. Tandis que là, dans le cas qu'on vient de voir, c'est une petite sortie qui est effectivement un faux signal, puisque vous avez vu, on est retourné en bas du range, on est retourné à 4210. Donc c'était vraiment un faux signal qu'on peut exploiter, hein, ça s'exploite le faux signal. C'est ce que Giovanni disait en début de présentation, on peut véritablement en tirer profit. Mais si la nouvelle qui crée le faux signal est toute petite, la conséquence sera petite. Si la nouvelle est importante, alors la conséquence, ce sera une très très forte tendance. On utilise en fait l'influx du marché. J'ai dit la nouvelle d'importance, j'aurais pu dire aussi les volumes. C'est une information. Voilà. Là, c'est une information qui déclenche quelque chose, mais ce que vous constatez, c'est que les prix font autre chose que ce qui est attendu. Et c'est à partir de là que vous pouvez prendre votre décision. Mais vous verrez, c'est des signaux, enfin, on les exploite beaucoup en ce moment, hein, les faux signaux. Giovanni, Filippo va... Là, juste pour faire court, l'exemple d'une bonne sortie, je dirais validée par un gap haussier dans la foulée, vous avez le graphe là d'Alstom. Alstom, là, d'un point de vue fondamental, on était dans une logique, je dirais, de restructuration dans le but de revenir en rentabilité, parce que, comme vous voyez, Alstom, depuis un certain temps, c'était un train baissier inexorable. Dans le temps, on a fini par trouver, je dirais, des niveaux de support majeurs. Donc après, on va se diriger complètement à droite. On voit qu'il y a une accumulation qui se forme en amont je dirais, de la nouvelle que j'ai mis en encadré en haut. Hein, la nouvelle, justement, qui a généré cette fausse sortie. L'accumulation, donc c'est sur ce niveau de figure, lorsqu'on franchit la résistance, qu'on commence à initier une position. Le lendemain, on ouvre avec un gap haussier, deuxième bougie verte. Là, on a une phase d'accumulation parce qu'on est dans l'attente d'une nouvelle. La nouvelle sort, deuxième gap haussier, on sort au niveau d'une résistance R1 qui est cassée à cause de la nouvelle. Et derrière, on invalide directement. Donc là, vous avez typiquement l'exemple de la bonne sortie et de la mauvaise sortie. C'est-à-dire que là, concrètement, on a vendu la nouvelle, hein, parce qu'après analyse, je dirais, de la nouvelle et de l'aspect fondamental, techniquement, si vous voulez, on était en amont d'une résistance importante qui se situe sur une horizontale, comme vous pouvez le voir au milieu du graphique. Donc là, clairement, si vous voulez, si vous payez, vous avez une chance sur deux de vous faire piéger en quelque sorte, quoi. Une toute dernière question à laquelle on va répondre très rapidement, s'il y en a une autre. Monsieur à gauche. Merci. Bonjour, j'aurais juste une petite question. Les stochastiques, est-ce que vous les utilisez ? Alors moi, j'utilise beaucoup le stochastique. Et puis alors, je ne me complique pas la vie, si vous voulez, parce qu'il y a des matheux qui ont réalisé, je dirais, des calculs pour les indicateurs qu'on utilise. Donc j'utilise le stochastique de base, hein, c'est-à-dire le 14.35, si ma mémoire est bonne. Donc effectivement, je l'utilise au niveau des divergences et au niveau des croisements, lorsque on est en situation de survente ou en situation de surachat. Donc au niveau du marché, ça ne se vérifie pas encore, mais le stochastique, lui, vous prépare, je dirais, dans l'idée d'un retournement à l'achat ou à la hausse. Et lorsque la précédente divergence est franchie, lorsque les moyennes, si vous voulez, sont croisées, dans ce cas-là, si vous voulez, effectivement, c'est un indicateur que j'utilise pour initier une position ou solder, comme je le fais à l'heure actuelle, parce qu'à l'heure actuelle, comme je l'ai dit, depuis 4-5 semaines sur le CAC 40, je suis plutôt dans l'idée de prendre des bénéfices sur la zone 4280,
4330, parce que justement l'indicateur stochastique à court moyen terme me donne, si vous voulez, le sentiment d'une figure de retournement à venir, hein, qui est en plus en train de prendre la forme d'une parabole à l'heure actuelle. Donc là, je privilégie la sortie de bénéfices, donc c'est un indicateur qui est important pour commencer à anticiper sur une prise de position ou commencer à alléger des positions. Il faut après attendre, je dirais, un signal caractéristique, et notamment là sur le CAC 40 à court terme, pour passer short. C'est pas encore dans l'idée de passer short, mais le stochastique est très important pour prendre des décisions, rentrer de position ou prise de bénéfices. Moi, je préfère techniquement le MACD, qui n'est pas borné. Donc, quand on a un mouvement de tendance, il peut continuer à monter ad vitam aeternam, mais souvent, il donne des meilleures indications. Le risque un peu avec le stochastique, c'est comme il est borné, c'est de se faire piéger dans une inertie haussière ou baissière, et qu'il n'y ait pas forcément des divergences qui soient faciles à lire quand le marché est très en tendance. Mais l'avantage du stochastique, c'est qu'il tient compte de la volatilité, bien sûr, du marché, parce qu'il y a une composante qui est un facteur d'accélération. Ça reste quand même intéressant, oui. Très bien. Et donc on va terminer là-dessus cette table ronde. Donc merci beaucoup à nos invités d'avoir accepté l'invitation d'IG à cette session. Et nous aurons sûrement l'occasion donc d'avoir à nouveau affaire à vous dans les médias, sur vos différents sites, dans les jours qui viennent. Encore merci.